Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités et les enjeux en matière de marché financier à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci avec 3 experts pour décrypter les actualités politiques, économiques et financières dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, le CAC 40 évolue dans le rouge depuis ce matin alors que les replis sur les contrats futurs américains laissent penser que les marchés revoient à la hausse leur prévision de taux terminal pour la Fed cette année. Les marchés qui semblent penser que la Fed pourrait aller au-dessus de 5% et surtout laisser ce taux à un niveau élevé durant toute l'année. Dans ce contexte, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des indices PMI en zone euro pour le mois de février. Ils témoignent d'une forte accélération sur le mois pour atteindre son plus haut niveau depuis 9 mois. Une progression de l'activité, surtout tirée par le secteur des services, tandis que l'activité manufacturière recule légèrement. Nous reviendrons sur l'activité économique de la zone euro dans un instant en plateau et surtout sur son impact potentiel pour les prochaines décisions de politique monétaire de la BCE. La séance du jour est également marquée par les publications d'entreprises avec notamment 3 composantes du CAC 40 qui publiaient leurs résultats aujourd'hui. On notera tout d'abord la belle performance d'Engie qui affiche une forte progression de ses résultats en 2022, portée notamment par la hausse des prix de l'énergie. Si l'entreprise devrait revenir sur des niveaux inférieurs en 2023, elle anticipe tout de même une progression de ses résultats pour 2024 et 2025. En ce qui concerne la partie technologique de la cote, les résultats de Capgemini ou de Worldline sont globalement conformes aux attentes et les anticipations sont plutôt optimistes pour 2023. On notera également que Edenred publie des résultats en hausse portés par une forte dynamique commerciale. Et enfin, nous évoquerons en plateau la dichotomie qu'il peut exister aujourd'hui entre la volonté d'atteindre la neutralité carbone pour les entreprises, portée notamment par les exigences des financiers, et de l'autre, l'impact que cela peut avoir à court terme sur la performance financière des entreprises. Une discussion que nous aurons avec Laurent Babiquian, directeur monde des marchés de capitaux du CDP. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et pour commencer cette édition de la mi-journée dans Smart Bourse, nous avons le plaisir de retrouver au téléphone Bastien Dru, responsable de la gestion et de la recherche économique de CPR-AM. Bonjour Bastien Dru. Bonjour. Bienvenue dans Smart Bourse, merci de nous accompagner à la mi-journée. On va tout de suite tenter de décrypter ensemble les statistiques du jour. On a découvert ce matin la publication du PMI, de l'indice PMI en zone euro, donc PMI composite global, qui ressort à 52,3 points pour le mois de février, contre 50,3 points en janvier. La période d'expansion, le niveau d'expansion était déjà atteint pour le mois de janvier. On constate une forte accélération pour le mois de février. Que nous disent, Bastien, ces PMI, que nous disent-ils de la résistance de l'activité économique en zone euro ? On a plutôt une amélioration, ces enquêtes PMI, donc qui ont été publiées ce matin pour la zone euro, mais aussi pour le Royaume-Uni. Si on regarde le PMI composite, vous venez de le dire, il est remonté à 52,3. En fait, c'est le plus haut niveau depuis mai 2022. Mai 2022, c'était quelques semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puis le déclenchement finalement de la crise énergétique, en tout cas l'exacerbation de la crise énergétique qu'a connue l'Europe depuis l'année dernière. Donc, cette amélioration, elle est vraiment centrée sur les services qui vont clairement accélérer alors qu'on voit que les PMI manufacturiers, eux, se sont plutôt détériorés. Ils restent en zone de contraction pour le 8e mois consécutif, les PMI manufacturiers. Donc on a une vraie dichotomie entre l'industrie qui souffre encore de la crise énergétique et les services où on voit clairement du mieux dans ces enquêtes. Maintenant, même si c'est vrai que ça va mieux, la situation est loin d'être rose en zone euro, parce qu'un PMI composite à 52, c'est cohérent avec une croissance du PIB qui est assez faible malgré tout. Puis si on regarde les autres statistiques qui étaient publiées ce matin, il y avait aussi les chiffres d'immatriculation en Europe. C'est un chiffre qui est intéressant parce que ça permet de voir que la situation n'est pas du tout standard. Et bien ça s'améliore un petit peu, mais il y a eu quand même 30% d'immatriculation de moins en 2022 par rapport à 2019, qui était la dernière année civile pleine avant le Covid. Et ça montre que la situation actuelle est encore très loin d'être normale et que ça prendra du temps justement pour qu'on ait une sorte de normalisation des choses dans l'économie européenne.
Pour autant, Bastien Dru, est-ce qu'on peut voir dans ces PMI une résistance de la demande, en tout cas, alors qu'on reste dans un contexte inflationniste sur le sol européen ? Oui, enfin, en tout cas, c'est un signal qu'il y a une certaine résilience de la demande. Ce qu'on avait pu voir dans les chiffres de PIB pour le quatrième trimestre en Europe, c'était plus justement que la consommation des ménages commençait à souffrir, notamment du fait de la crise énergétique et puis du fait que le pouvoir d'achat a été entamé. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, établissant donc une résilience de la demande en Europe. Les marchés financiers, Bastien Dru, regardent de très près les décisions de politique monétaire de banque centrale, si on reste sur le sol européen dans un premier temps. Est-ce que cette résistance de l'activité, alors effectivement, qui n'est pas forcément confirmée par tous les chiffres actuellement, mais que l'on voit quand même dans ces indices PMI, peut avoir un impact sur l'inflation ou les décisions de politique monétaire de la BCE ? Oui, ça peut tout à fait avoir un impact. Donc là, ça va plutôt dans le sens d'une résilience de l'économie, et puis donc ça peut libérer finalement des capacités d'action pour la Banque centrale européenne, parce que si au contraire il y avait eu un effondrement des enquêtes PMI, la BCE aurait pu douter finalement dans son mouvement de resserrement monétaire. Donc là, ça va plutôt permettre à la BCE de pouvoir se concentrer sur la lutte contre l'inflation élevée sur les mois qui arrivent. Donc ça peut aller dans le sens d'une hypothèse d'un durcissement peut-être de politique monétaire de la BCE face à la résilience de l'économie européenne ? Ah oui, tout à fait, parce que là, de toute façon, ce qui était déjà, entre guillemets, prévu, c'est que la BCE remonte ses taux directeurs de 50 points de base lors du Conseil des gouverneurs de mars, ce qui mettrait le taux de dépôt à 3% en mars. Après, maintenant, tout ça, c'est déjà assez largement anticipé. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où la BCE ira après le Conseil des gouverneurs de mars. Et là, on peut imaginer qu'on ait un taux terminal pour le taux de dépôt de la BCE aux alentours de 3,50 d'ici l'été, oui. Si on regarde à présent du côté des États-Unis, Bastien Dru, les indices PMI sont également attendus de l'autre côté de l'Atlantique. À quoi est-ce que vous vous attendez pour cet après-midi ? Alors là, on a eu des chiffres de PMI américains qui étaient assez mal orientés sur les derniers mois. Le PMI composite, il a été en zone de contraction pendant 7 mois consécutifs, qui pouvait être dans une certaine mesure un petit peu en contradiction avec certaines autres enquêtes qu'il y a pu y avoir, notamment sur l'ISM, je pense à l'ISM Service. Donc ce chiffre de PMI de cet après-midi, ça pourrait nous éclairer sur la situation de l'économie américaine, parce que on a eu quand même, il faut bien le dire, depuis 3 semaines des chiffres assez surprenants aux États-Unis. Il y a eu le fait que l'ISM Service, qui avait fortement rebondi au mois de janvier après un mauvais chiffre de décembre. Il y avait aussi le Job Report, donc le rapport sur l'emploi de janvier, qui indiquait plus de 500 000 créations d'emplois alors qu'on en attendait plutôt 200 000. Et puis la semaine dernière, on a eu les ventes au détail qui ont augmenté de 3% en janvier, donc 3% sur un seul mois, ce qui est quand même une très forte hausse des ventes au détail. Alors on sait qu'il y a eu une météo qui a été particulièrement favorable aux États-Unis en janvier. On sait qu'il y a aussi des problèmes de désaisonnalisation, parce que la saisonnalité de l'activité aux États-Unis a vraisemblablement changé après les années de Covid. Donc c'est un peu difficile de savoir où se trouve l'économie américaine. Après, ce qu'on peut dire, c'est que il y a clairement des éléments positifs, il y a clairement des éléments négatifs. Dans les éléments positifs, il y a le fait qu'il y a eu au début du mois de janvier une augmentation de ce qu'on appelle la sécurité sociale, ce qui correspond grosso modo aux retraites publiques aux États-Unis. Donc cette sécurité sociale a augmenté de 8,7% d'un coup sur le mois de janvier, ce qui fait quand même 140 $140 par mois en moyenne de plus pour 65 millions de personnes, donc ce qui fait du revenu supplémentaire pour les Américains. Après, dans les éléments négatifs, on peut penser par exemple aux conditions de crédit. Les dernières enquêtes de la Fed auprès des banques indiquaient que ces banques avaient justement fortement resserré les conditions de crédit, ce qui est généralement annonciateur d'un octroi de crédit au secteur privé qui
qui ralentit. Et ce qu'on a pu voir quand même sur les 2-3 derniers mois, c'est quand même un arrêt assez net, un coup de frein assez net dans l'octroi de crédits bancaires aux entreprises. Et ça pourrait vraisemblablement se détériorer encore un petit peu si les banques continuent à détériorer les conditions de crédit, quoi. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut continuer à suivre sur l'économie américaine. Si on regarde ce que nous disent les marchés, Bastien Drue, on voit pointer l'idée d'un consensus avec des hausses de taux qui pourraient dépasser les 5% pour la Fed et surtout un plateau finalement jusqu'à fin 2023 et donc pas forcément de baisse de taux à intervenir cette année. Est-ce que c'est un scénario plausible selon vous? Est-ce qu'il faut attendre la publication des minutes du FOMC par exemple pour se positionner? Alors, ces minutes du FOMC, c'est, je pense, l'événement le plus important de la semaine pour les intervenants de marché. Depuis la grosse semaine qu'il y avait eu au début du mois de février, il y avait une grosse semaine où il y avait eu énormément d'événements. Il y avait eu le Conseil des gouverneurs de la BCE, il y avait eu le FOMC, il y avait eu les 2 ISM, il y avait eu le Job Report. C'était en tout début du mois de février. Depuis cette semaine-là, il y a eu un repricing très net, très fort des anticipations de Fed Funds, avec des marchés maintenant qui anticipent un taux terminal de Fed Funds aux alentours de 5,25%. On peut rappeler que les dots, c'est-à-dire les projections de Fed Funds qui avaient été publiées en décembre, indiquaient un taux terminal pour la fourchette de Fed Funds à 5,25%. Donc on a des marchés qui sont revenus vers les dots, vers les projections de taux directeur des membres du FOMC. Donc le marché a reconvergé vers ce qu'avaient indiqué les membres du FOMC. C'est vrai que tous ces chiffres qu'il y a pu y avoir au début du mois, ça a amené quand même un changement d'anticipation. Et ça a été accrédité notamment par certaines déclarations, je pense notamment au président de la Fed de New York, John Williams, qui avait indiqué que suite à ces publications, les dots justement lui paraissaient tout à fait raisonnables. Et donc je pense qu'on peut maintenant anticiper le fait que la Fed, elle continue sur son rythme de hausse de taux de 25 points de base, avec probablement un arrêt lors du FOMC de mai, avec justement une fourchette de Fed Funds qui sera à 5,25. Merci beaucoup Bastien Drue de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et c'est parti pour la deuxième partie de Smart Bourse. Nous allons à présent nous poser la question de la neutralité carbone mise en regard de la performance financière des entreprises. Un sujet que nous allons aborder avec Laurent Babiquian qui nous accompagne donc sur le plateau de Smart Bourse. Bonjour Laurent Babiquian. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Vous avez publié un rapport au sein du CDP. Alors le CDP, on le rappelle, c'est l'organisme qui va collecter finalement au sein des entreprises les données qui permettent ensuite aux investisseurs d'organiser ou d'alimenter leur stratégie ESG. Vous êtes principalement axé sur le E de ESG, sur la partie environnementale. Et vous avez publié un rapport au sein du CDP, un rapport avec Oliver Wyman, donc un rapport qui s'intitule Stepping Up. Et ce rapport montre notamment que entre les intentions de réduction d'émissions carbone affichées par les entreprises et les stratégies effectives, il existe aujourd'hui un fossé, on peut le dire, finalement, dans les entreprises interrogées. Ah oui, évidemment. Donc merci de m'inviter sur Smart Bourse. Nous avons lancé ce rapport avec Oliver Wyman jeudi dernier à l'occasion des CDP Europe Awards 2023. Et ce rapport montre en fait qu'il y a une déconnexion entre les ambitions et la réalité. Enfin, c'est un rapport qui analyse 1500 entreprises qui ont répondu au CDP en Europe sur la partie changement climatique. D'accord. Et bien que 50% d'entre elles disent qu'elles ont mis en place un plan de transition,
on a fait une étude rentrant dans le détail pour voir si vraiment ce qui était dit était fait. Et c'est là qu'on se rend compte. Alors, je ne sais pas si on a le graphique. Alors, on a un premier graphique, effectivement, qui montre voilà, effectivement, la réalité de ce que vous avez pu constater. Absolument. Alors, ce graphique, il est un petit peu... il est très étonnant parce que même si on a 50% des entreprises qui disent qu'elles ont un plan de transition, quand on creuse, on regarde, on voit qu'il n'y a que 5% des entreprises qui sont à la fois alignées sur 1,5 degré, essentiellement à travers les Science-Based Targets, donc Scope 1, Scope 2, Scope 3 alignés sur 1,5 degré. D'accord. Et en même temps répondent à au moins 2 tiers des 21 questions nécessaires pour avoir un plan de transition crédible. Alors, on rentre peut-être justement dans la méthodologie de ce qui vous a amené à arriver à ce 5%, c'est que derrière, vous avez posé des questions en lien avec la stratégie que devrait être une entreprise pour arriver à cet objectif. Exactement, parce que le combo gagnant maintenant, ça n'est plus simplement les objectifs de réduction d'émissions en ligne avec la science. Donc ça, SBT s'en occupe très bien. Il y a à peu près maintenant 1800 sociétés dans le monde qui sont agréées SBT 1.5. Mais c'est de voir comment les entreprises vont y arriver. C'est ce qu'on appelle un plan de transition qui recouvre des questions liées à la gouvernance, liées au planning financier, liées à la stratégie de développement produit, liées au calcul des métriques, liées à l'engagement avec la chaîne de valeur et notamment les suppliers. Donc il y a 21 critères que le CDP a mis en avant, et quand on regarde dans les réponses au questionnaire changement climatique du CDP, sur les 1500 sociétés, il n'y en a que 5% qui répondent à au moins 2 tiers de ces 21 questions. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les stratégies mises en place ne sont pas suffisamment efficientes, qu'on est plus aujourd'hui dans l'intention que dans la planification? Comment est-ce que vous l'interprétez? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce et qu'il y a un retard à l'allumage et qu'il va falloir faire beaucoup plus de mise en œuvre opérationnelle dans l'entreprise. Ce graphique montrait donc le carré en haut à droite et puis après la différente répartition pour les autres sociétés. Et donc il faut faire beaucoup plus très très vite. La CSRD qui entre en jeu maintenant en 2024 va poser des questions justement sur le plan de transition. Est-ce que vous avez un plan de transition? Si oui, décrivez-le, et donc va commencer à être demandé par la loi. Bien sûr, oui. Donc maintenant, il faut... c'est la première fois qu'il y avait un rapport, à ma connaissance, qui analysait à la fois les métriques, les objectifs de réduction d'émissions approuvés en ligne avec la science et le plan de transition pour y arriver. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre rapport qui a fait ça, donc c'est un premier rapport de ce genre, et on va essayer de faire une évaluation maintenant chaque année pour voir si les 5% deviennent 10, 15, 20, 50, et de manière ultime, il faut que ce soit 100% des entreprises qui sont approuvées par la Science-Based Target, oui, qui est un plan de transition crédible pour arriver à cette target. Comment pourrait-on, Laurent Babiquian, accélérer finalement cette transition des entreprises aujourd'hui? Alors écoutez, le plan de transition, c'est une pièce très importante. Il faudrait d'ailleurs que ce soit passé en mode résolution lors des assemblées générales des actionnaires pour que les actionnaires votent dessus. C'est ce qu'on appelle le Say on Climate. C'est encore beaucoup trop peu présent. Il faut vraiment accélérer ça. Il faut que ça devienne la norme. Mais je pense que la pièce fondamentale du puzzle qui va permettre à toutes les autres pièces de converger vers la net zéro économie, la neutralité carbone, mais aussi une économie régénérative, ça c'est très important, l'économie régénérative, parce qu'il n'y a pas que le net zéro, il y a aussi tout ce qui est la régénération des sols, des écosystèmes, de la biodiversité, si on veut vraiment permettre à nos enfants et petits-enfants de vivre. Donc ça, c'est une économie qui non seulement n'a pas d'impact négatif sur l'environnement, mais qui en plus y intègre un impact positif. Exactement, exactement. C'est récupérer les pertes qu'on a fait jusqu'à présent en considérant que la nature était gratuite et ses ressources illimitées pour pouvoir remettre tout à l'équilibre et même faire plus que ça. Il y a des dizaines de milliers d'insectes qui disparaissent, il y a des dizaines de milliers d'êtres vivants qui disparaissent, et il faut remettre ça à travers la régénération. La principale pièce du puzzle qui va permettre d'accélérer ça, c'est le prix du carbone. Et nous n'avons pas de prix du carbone. Ça fait 40 ans qu'on en parle, c'est mon dada, le prix du carbone, ça fait 40 ans qu'on en parle. Il faut un prix du carbone, parce que le prix du carbone est quelque chose qui va permettre de donner un coût aux émissions, et que chaque entité qui contribue aux émissions paye sa quote-part donc au monde collectif.
Et on n'a pas de prix du carbone parce qu'on a des lobbies pétroliers et gaziers qui sont extrêmement puissants, qui sont très bien organisés. La précédente COP, il y avait 636 observateurs agréés par les Nations Unies pour venir à la COP qui étaient des lobbyistes. Et on attendait dans le texte final quelque chose sur la sortie progressive du monde du gaz et du pétrole. On ne l'a pas eu à la dernière minute. Probablement à cause de cette... ils ont été tellement bons observateurs qu'on n'a pas eu cette partie que tout le monde attendait. Et la prochaine COP va être pilotée et dirigée par le président de l'entreprise nationale d'hydrocarbures des Émirats Arabes Unis. Donc c'est une vaste plaisanterie, c'est quelque chose qui est totalement indécent. Je ne comprends pas comment il n'y ait pas de mouvement politique pour s'offusquer et dire, empêcher ça. On ne peut pas faire une COP avec un patron de la COP qui soit lui-même patron d'une boîte de pétrole. C'est totalement fou. Parce que l'idée, c'est de dire, si l'émission de carbone coûte à l'entreprise, on émettra moins, c'est ça? Ben oui, c'est-à-dire que si vous mettez ça si vous avez un prix du carbone, vous allez l'intégrer dans vos cash flows futurs, et ça va avoir un autre impact à la bourse. Parce qu'on paierait quoi? Une sorte de taxe finalement sur l'émission? Oui, c'est ça, ce sera une taxe qui sera payée, qui sera collectée par l'État, et l'État va dépenser cet argent pour faire des infrastructures, pour faire du renouvelable, pour faire tout ce qu'il faut de la nouvelle type d'agriculture. On parle de trillions chaque année à dépenser pour faire la net zéro économie. Il va bien falloir le prendre quelque part. Donc cette taxe serait récoltée par l'État, et il y avait une excellente étude qui avait été faite à l'époque par un asset manager hollandais, Kampen, que j'utilise souvent comme exemple, qui disait que si on appliquait une taxe de $150 la tonne à toutes les émissions de carbone des entreprises cotées à la bourse, toutes choses étant égales par ailleurs, on aurait une baisse des cours boursiers de moins 41%. Parce que ça viendrait grignoter la performance financière Exactement, de l'entreprise. c'est les cash flows futurs de l'entreprise. Absolument. Le numérateur du discounted cash flow model. Et donc, c'est très, très simple. Et donc, c'est pour ça que les lobbies n'en veulent pas, parce que ça détruit la shareholder value. Et on ne peut pas continuer dans un monde comme ça, si vous voulez. Il y a très peu de personnes qui lobbyent contre ça, alors qu'on est tous concernés. On le sait très bien, on ne fait rien. Donc il faudrait probablement sortir cette négociation et la mettre au niveau de l'OCDE qui sera probablement plus efficace. Donc ne pas traiter le sujet dans les COP, mais plutôt à l'OCDE. Oui, alors au niveau de l'OCDE. peut-être en parler au niveau des accords internationaux, mais traiter effectivement un deal au niveau de l'OCDE, puisque c'est l'OCDE qui a été capable de mettre un taux minimum de profit pour les entreprises de 15%, justement pour éviter l'évasion fiscale et autres. Donc ils ont été successful pour faire ça. Il faut probablement qu'ils s'attellent et qu'ils prennent cette problématique à bras-le-corps. Je sais qu'il y a un working group d'ailleurs sur le prix du carbone à l'OCDE, mais il faut faire très très vite parce que ce principal outil n'est pas utilisé alors qu'il permettrait de clarifier et de nous sauver en fait en un mot. Et si je pousse le trait, il faut aussi maintenant commencer à envisager, en plus du coup des externalités négatives, il faut envisager deux autres choses. Donc j'avais apporté un graphique, je ne sais pas si on peut le montrer. Un fameux triptyque, oui, effectivement. Le triptyque salvateur qui va permettre de nous aider à faire net zéro et une économie régénérative, c'est d'avoir à la fois le coût des externalités négatives, mais aussi un standard de reporting en mode double matérialité. C'est ce que l'Europe va commencer à faire à travers la CSRD à partir de 2024. Sûr, ouais. Et en plus, une comptabilité multicapital ou triple capital, ce qu'on appelle True Cost Accounting. Si on a ces trois éléments, on va pouvoir convertir la mesure de l'impact en numéraire, en dollars, en euros, pour permettre aux investisseurs de calculer l'impact et le return on impact. Et finalement, de rajouter au return on equity traditionnel la notion de return on impact. On ne pourra pas faire la net zéro économie et l'économie régénérative si on n'a pas cette manière de calculer l'impact et de le mesurer et de venir l'ajouter au return on equity pour pouvoir avoir une vision globale d'un investissement en capital. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact environnemental d'une entreprise sera quantifié dans un compte de résultat ou un bilan? Absolument, absolument. C'est l'objectif de la comptabilité triple capital et des standards de reporting ESG. Ça va te dire c'est quoi mon impact et ensuite comment je l'intègre dans un compte de résultat, comment je l'intègre dans un bilan. Je vais pouvoir passer des amortissements ou des provisions comme on fait pour le capital financier. On fera la même chose pour le capital humain et pour le capital naturel. Donc oui, absolument. Et là, du coup, est-ce qu'on règle le problème que vous évoquiez tout à l'heure sur la taxe carbone à partir du moment où on intègre dans la comptabilité de l'entreprise l'impact positif d'une entreprise sur l'environnement? Absolument, ça va être tous les impacts positifs et négatifs seront pris en compte et ça va permettre de fluidifier les mouvements de capitaux et de pouvoir les orienter, ce qu'on appelle vers des brown assets vers les green assets. Et je pense
Alors, dernier étage de ce qu'il faut faire pour transformer vraiment de manière systémique notre modèle, il faut que la responsabilité fiduciaire des investisseurs change. Ça ne peut plus être je maximise la performance à long terme de mes clients, performance financière à long terme de mes clients quand je suis un investisseur, mais ça doit être plutôt quelque chose autour de je maximise l'impact de mes clients sur la société des hommes et des femmes et sur la nature à court, moyen et long terme. Et si on a cette responsabilité fiduciaire, fiduciary duty en anglais, qui change, ça permet ce triangle de se mettre en place et ça permet en fait d'accélérer pour aller vers la transition et l'économie régénérative. Mais alors une question presque philosophique, c'est est-ce que c'est plausible vis-à-vis des clients de leur dire mettez votre performance financière de côté et regardons ensemble l'impact que vous aurez sur l'environnement. Eh bien, écoutez, c'est tout un chamboulement systémique et il faut en parler de plus en plus, parce que le système actuel, le néolibéralisme, ne permettra pas en tant que tel, un business as usual, de faire cet objectif. Donc il faudra aussi, il y a des gens maintenant qui sont par exemple dans des banques mutualistes ou au crédit coopératif, des banques qui offrent un return on equity nettement inférieur à ceux aux 12 à 15% demandés par le marché. Je crois que dans le monde mutualiste, le return on equity des sociétaires, c'est entre 5 et 7%. Donc ça permet de financer des produits beaucoup moins ambitieux au niveau global, mais probablement plus local et dont l'impact est plus fort. Donc je pourrais avoir une baisse, mon return on equity est plus bas, puisque je passe de 12 à 7%, mais si j'augmente mon return on impact, alors finalement au niveau global, je pourrais avoir les 12-15% initiaux, voire même peut-être plus. Et d'ailleurs ce que je souhaiterais dire, c'est que je pense que les entreprises qui sont en avance sur la transition vont certainement faire beaucoup plus de profits et prendre beaucoup plus de parts de marché là très vite, puisqu'elles auront internalisé ces chocs, notamment d'externalités négatives, et elles seront prêtes quand la régulation viendra. Et elles changent de manière. Parce que la régulation viendra en 2024. Se transformer aujourd'hui, finalement, c'est anticiper les contraintes de demain, c'est ça ? Exactement. Et les leaders internalisent de facto aujourd'hui le coût des externalités négatives. On parle du coût du carbone, mais il n'y a pas que le coût du carbone. Il y a le coût de l'eau, le coût de la biodiversité. Tout ça, il va falloir s'empiler maintenant. Et les entreprises qui ont compris ça sont des entreprises qui auront probablement beaucoup plus de parts de marché, beaucoup plus de profitabilité dans un avenir très proche. Et qui auront transformé du coup le risque extra-financier en maîtrise du risque financier, c'est ce qu'il faut comprendre ? Exactement. Et ils auront un impact positif et ça permettra d'avoir non seulement un return on equity qui se maintiennent, mais d'avoir un return on impact qui augmente. Donc finalement, peut-être d'être au-dessus des 15%, quand je fais la somme des deux, peut-être à 15, 20%. Et là, on verra on va voir ce qui va se passer, ça va être très intéressant. Et c'est les entreprises qui sont en avance de phase sur la transition, c'est les moins nombreuses. Il y en a très peu. La majorité du PAC n'a pas encore pris le train de la transition. Et ceux-là vont prendre de plein fouet les coûts de la transition et ne pourront probablement pas les donner aux clients finaux parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat et des choses comme ça. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous, ravi d'être là. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur bismart.fr, mais aussi sous format podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve ce soir à 17h sur Bismart.